Bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode de Je marche donc je pense, un podcast par Marie du Jardin des Talents. Aujourd'hui c'est un podcast mouillé, je marche sous la pluie, c'est pas très agréable, je dois le dire, mais c'est pas grave, on va quand même passer un bon moment ensemble, enfin je l'espère. Voilà, je suis très contente des retours positifs que j'ai pour le moment, je n'ai pas fait une grande pub à propos de la chaîne de podcast, mais j'ai déjà des auditeurs et des auditrices et les retours sont plutôt positifs. Donc encouragée à continuer, je continue. L'épisode d'aujourd'hui s'intitule « Et si on allait chez le psy ?» Alors dans mon univers proche, mes amis qui ont à peu près mon âge, à peu près ma situation d'études, voilà, on a tout un psy ou une psy, donc ça sort naturellement dans la conversation. Oui, alors l'autre jour chez le psy, blablabla. Bla. Et c'est comme si on parlait du dernier passage chez le coiffeur ou du dernier achat au supermarché. Enfin, je veux dire, c'est devenu complètement banalisé dans nos échanges. On a l'habitude, on a tout un psy ou une psy. Voilà. Donc selon le cercle social où je me trouve, soit j'en parle spontanément, soit je mets un filtre. Parce qu'il y a des milieux où finalement, des sphères sociales, je me vois pas dire au boulot oui alors l'autre jour avec ma psy on se disait que... j'ai pas une activité professionnelle très ouverte au psy, donc je pense que ça passerait pas. Dans mon milieu familial, si je commence à dire oui alors l'autre jour avec ma psy, on va me regarder... tu vas chez une psy, toi, qu'est-ce qui t'arrive ? Donc voilà. Mais il n'y a pas longtemps, je discutais avec des amis. Et les hommes discutaient ensemble et nous on discutait entre filles. On était toutes les deux. Et puis comme elle a à peu près mon âge et qu'on discutait avec une certaine légèreté de pas mal de choses, c'est sorti dans la phrase « Ah bah tiens justement, j'en parlais l'autre jour avec ma psy ». Et là en face, regard étonné, tu vois un psy quoi ? Je dis une psychologue, quelqu'un qui t'aide à avancer dans ta vie, avec qui tu trouves des solutions, avec qui tu débloques des trucs, et voilà, un psy quoi. Et là, la copine qui me dit ah oui mais on fait quoi en fait chez un psy, ça sert à quoi, ça se passe comment un entretien chez le psy ? Alors je lui ai répondu et puis je me suis dit que finalement la réponse que je lui avais apportée, qui était très courte parce que c'était pas tellement le moment de rentrer dans plein de détails, on a les enfants qui couraient autour de nous, on était à la plage, c'était pas ni le lieu ni l'endroit ni le moment pour rentrer dans les détails, mais je me suis dit que cette explication valait peut-être le coup quand même d'être un petit peu étayée et explorer et pouvait faire l'objet d'un podcast finalement. Voilà, si c'est quelque chose qui vous intrigue, vous êtes déjà posé la question ou qui vous fait peur ou pour laquelle vous avez des croyances ou des jugements ou des interrogations. Voilà, je me suis dit, allez zou Marie, comme tu commences à avoir un peu d'expérience avec les psys, tu peux apporter ton expertise peut-être. Donc aujourd'hui, on y va. Et si on allait chez le psy ? Pour ma part, l'idée d'aller chez un psy m'est pas venue tout de suite et spontanément, ni même toute seule. Hein. Et mon premier rendez-vous date il y a à peu près un peu moins de 15 ans. À ce moment-là, ma fille aînée était petite. Et le midi, je mangeais souvent avec mes collègues à la cantine. Je travaillais dans une grosse entreprise, donc on avait une cantine d'entreprise. Et puis, on mangeait là toujours toute une équipe, tous ensemble. Et un de mes collègues d'un autre service a une fille du même âge que la mienne. Et donc, à ce moment-là, on était tous les deux, on a le même âge, lui et moi. Et on avait un enfant du même âge. À quelques semaines près, les petites avaient un mois d'écart, un truc comme ça. Et donc, nouveaux parents, on discutait
des trucs qu'on faisait avec les enfants, et de notre relation à l'enfant, machin. Et puis mon collègue me dit t'es sûr que vous n'avez pas un problème toutes les deux là, parce que vous avez l'air d'être des hyperactives. Il me dit chez nous c'est pas comme ça quoi. Il dit déjà la mienne elle en est largement pas au niveau de la tienne, au niveau de la marche, de la parole et tout. Il me dit puis quand je vois tout ce que tu fais le week-end avec elle, il me dit tu te poses jamais là tu te demandes jamais si c'est normal de vivre comme ça. Il me dit parce que ça a l'air fatigant de vivre avec toi quoi. Ou avec toi et ta fille. Bon, j'encaisse, je retourne dans mon bureau, j'observe l'environnement autour de moi, des collègues avec qui le contact ne passait plus très bien. Je me dis, c'est bizarre, pourquoi il m'a dit ça, je suis hyperactive, c'est quoi ça, hyperactive? Alors j'ouvre Google, je tape hyperactive, je tombe sur une définition, je me dis, c'est peut-être ça en fait, je sais pas, est-ce que je suis hyperactive? Est-ce que ma fille est hyperactive? Je sais pas. Je me dis, le meilleur moyen pour le savoir quand même, c'est de demander à quelqu'un de spécialisé en hyperactif pour savoir si effectivement on est hyperactive ou pas, et si ça pose un problème dans le monde. Enfin, j'étais un petit peu surprise parce qu'ayant toujours vécu comme ça, avec plein de projets, toujours à 100 à l'heure, à avoir jamais de limite dans ce que j'entreprenais, à pouvoir changer d'avis comme de chemise, à être toujours sur tous les fronts, avoir toujours besoin de courir, à être jamais assise, voyant que l'enfant numéro 1 prenait le même chemin, je me suis dit il y a peut-être un truc. Puis j'avais pas non plus... je me sentais pas dans la réussite de la relation sociale non plus à ce moment-là. J'avais pas tellement l'impression d'être une personne qui pouvait s'intégrer facilement dans le monde social. Je me suis dit, c'est peut-être la clé du mal-être en fait, je sais pas. Donc voilà, alors ça m'a pris quand même quelques soirées. Je surfais sur le net, retourner le truc dans ma tête, voir comment... Enfin voilà, plein de questions. La machine était enclenchée, il me fallait des réponses. Et donc j'ai fini par trouver, en cherchant sur la ville où j'habitais, une personne... mais je voulais pas aller voir un psy parce que j'avais peur. Je pensais qu'un psy, ça donnait des médicaments, tout ça. C'était compliqué. Donc j'ai trouvé une jeune femme qui faisait une sorte de coaching, d'accompagnement. Et puis en tapant accompagnement hyperactif, je suis tombée sur elle. Donc j'ai pris rendez-vous avec elle. J'y suis allée un peu stressée quand même malgré tout. Et donc elle m'a accueillie dans son bureau. M'a posé beaucoup de questions. Moi, j'étais pas du tout familiarisée avec ce mode de fonctionnement, donc c'était un peu étrange. Elle m'a posé beaucoup de questions. J'ai l'impression d'être passée un peu à la moulinette, de devoir répondre à plein de trucs. Et voilà, et elle me dit, en fait, je pense que vous n'êtes pas hyperactive, mais pas du tout. Mais ce serait peut-être bien de continuer à travailler avec une psychologue qui est spécialisée dans des personnes avec un profil un peu atypique. Ah, ok, d'accord. Bon, alors elle me donne les coordonnées d'une psychologue. Et puis je range... ce petit carton dans ma poche, je me dis on verra ce que ça va donner. Voilà, donc je l'ai laissé. Puis j'ai laissé tout poser un peu. Puis à un moment donné où vraiment ça allait hyper mal, je comprenais pas quoi, entre les problèmes relationnels avec mes collègues, j'avais des copines, mais à chaque fois que je les voyais, je m'ennuyais. Les gens me parlaient de trucs qui m'intéressaient pas. Je me sentais complètement coupée du monde. Et puis quand même, ce truc-là du collègue qui revenait, il avait vraiment touché un point sensible. Comme s'il venait de révéler à l'intérieur un truc. Donc je passe le cap, j'ai appelé cette dame.
Et puis là, on a commencé à se voir régulièrement, mais moi j'avais absolument aucune idée de ce que c'était. Et alors elle m'a expliqué. qu'en fait il y avait différentes approches et que la tendance aujourd'hui était plutôt à ce qu'on appelle la thérapie brève. Donc la thérapie brève, c'est un peu comme du coaching. La personne arrive avec un problème, on va creuser dans le passé. La différence du coaching, c'est que le coaching, on fait la photo de l'état présent et on oriente vers le futur. Avec le psy, on fait une photo du problème et on va chercher dans le passé et le vécu tout ce qui a bien pu se passer et tout ce qui limite justement pour pouvoir se sentir bien avec soi-même et quels sont les chocs traumatiques, les chocs émotionnels, les situations traumatiques, tout ce qui a pu perturber finalement le bon développement du système émotionnel et donc du cerveau et de soi. Donc voilà, on était parti pour plusieurs années d'accompagnement en fait. On s'est vu à raison de deux fois par mois pendant de longues années. Alors j'aimais bien parce que c'était le seul endroit où je pouvais confier ce qu'il y avait à l'intérieur de ma tête et sans être jugée. Le principe même du psychologue, c'est d'être dans ce qu'on appelle l'écoute active, c'est-à-dire d'écouter la personne qui parle, mais dans une véritable écoute de la personne, et surtout d'être dans le non-jugement. Le psychologue accueille tout ce qu'on a à dire, et d'un point de vue du psychologue, il n'y a pas de bonne ou mauvaise raison. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. Il est juste là, elle est juste là, à l'écoute de la personne, capter son mal-être, essayer de comprendre d'où il vient, trouver des solutions, des remédiations, trouver des explications aussi pour pouvoir justement passer l'étape du dessus et aller mieux. Ah, c'est un tracteur qui nous suit. Et donc, avec cette psychologue, on a vécu pas mal de choses assez intenses. Elle m'a permis de tenir le coup dans une entreprise où ça se passait mal, parce que toutes les 2 semaines, je pouvais aller vider mon sac et lui expliquer. Et toutes les 2 semaines, elle me donnait des conseils ou une approche. Voilà. Et puis, pareil, par rapport à mes problèmes de sociabilisation, où clairement, je m'ennuyais en société. Les discussions ne m'intéressaient pas. On a appris à mettre en place des stratégies pour pouvoir être épanoui avec les autres. Donc aujourd'hui, je sais que ça s'appelle des habilités sociales. À l'époque, je ne savais pas que ça portait ce nom. Et ça m'a énormément aidée. Mais vraiment énormément aidée. Et en plus, j'ai réussi à trouver des challenges intellectuels dans des discussions qui ne m'intéressaient pas, puisqu'en fait, mon objectif à moi n'était pas d'arriver à suivre la conversation absolument inintéressante à mes yeux, mais d'arriver à prendre plaisir, à pouvoir placer une intervention de ma part pertinente et judicieuse qui puisse faire rebondir et continuer la conversation. Alors, je ne sais pas si je suis claire, mais mon challenge a été de pouvoir participer à ces échanges au bon moment et à arriver à mettre une sorte de filtre, parce que comme je suis assez spontanée, je pars sans filtre, je peux vite blesser mes interlocuteurs. Et là, on a appris justement mon challenge hebdomadaire, ou bi-hebdomadaire, c'était de revenir en séance et de pouvoir dire « Ah, alors j'ai eu une conversation avec quelqu'un qui m'a parlé d'un jeu à la télé qui ne m'intéresse absolument pas, mais j'ai réussi à m'insérer dans la conversation, à être en écoute et non jugeante moi aussi à mon tour, et à pouvoir avoir une répartie sur le sujet qui ne m'intéressait pas. Et ce challenge-là m'a procuré beaucoup de plaisir en fait, d'arriver à être capable de faire un truc que je n'étais pas capable de faire. Donc j'en ai vu qu'un énorme intérêt en fait de pouvoir aller toutes les 2 semaines chez ma psy. C'était mon petit moment à moi. Je me suis autorisée à être importante pour moi à ce moment-là.
Je me suis intéressée à qui je suis, à comment je fonctionne, à trouver des réponses. Cette dame me proposait des lectures, elle m'a prêté des livres. On a passé 4 ou 5 ans ensemble, avec parfois des petites pauses, parfois on a mis en parenthèse, parfois je l'ai rappelé, j'y suis retournée. Enfin, c'était assez libre en fait. Voilà, le psy, il n'est pas là pour encaisser de l'argent et gagner à tout prix son revenu. Il est aussi là pour accompagner la personne et vivre aussi à son rythme. Être capable d'entendre quand quelqu'un dit « Oula, là on est allé trop loin, j'ai besoin de temps là pour encaisser, donc je reviendrai peut-être pas dans 2 semaines en fait, je vais peut-être revenir que dans 1 mois, parce que là ça m'a trop perturbée et j'ai vraiment besoin de digérer le truc. » Voilà. Alors pour répondre à la question de ma copine, ça se passe comment une séance chez le psy ? Je dis tu sais, en général ils ont des cabinets très sympas, bien décorés, t'es assis sur un fauteuil, le psy aussi, tu papotes, quelque part il manque plus que la tasse de thé et t'as un peu l'impression de discuter avec une copine plutôt sympa quoi. Voilà. Pas une copine qui va se permettre de juger ta vie, mais une copine plutôt sympa, à l'écoute, une espèce de figure, moi j'ai vu quasiment que des femmes, une sorte de grande sœur ou de marraine bienveillante qui va être là pour accompagner, écouter. Après, dans des situations un peu plus particulières, j'ai été accompagnée par un homme pendant 2 ans. Il est parti d'une cellule de crise bien spécifique, on y reviendra peut-être plus tard un jour, je ne sais pas. Et lui m'a vraiment aidé à accepter la prise de conscience d'une situation qui était complètement toxique. Parce que le rôle du psy, ça peut être ça aussi. C'est d'arriver à faire prendre conscience à son patient que la situation dans laquelle le patient se trouve est absolument toxique, mais malsaine au possible, et qu'il faut vraiment mettre des choses en place pour en sortir. Et donc ce travail-là, pendant 1 an à peu près, à peine, à peine 1 an, a vraiment été orienté à sortir de la situation où j'étais pour aller dans une situation satisfaisante. Pas une situation idéale, mais une situation satisfaisante. Donc là, on a beaucoup travaillé. Et là, j'ai pas travaillé seule. C'est quelqu'un qui a travaillé aussi avec le papa de mes enfants. Jamais ensemble, à part sur le premier rendez-vous, non le deuxième, je sais plus. Le premier, j'étais toute seule. Mon premier, moi, j'étais toute seule. Et après, on a eu une sorte de médiation à la fin pour arriver aux conclusions. Les conclusions, c'est moi qui les ai construites seule, mais accompagnée avec ce psychologue qui m'a permis non seulement de prendre conscience de la situation dans laquelle j'étais, mais en plus d'établir un plan d'action et de m'épauler pendant la mise en place du plan d'action. Il a vraiment eu un rôle de grand frère ultra protecteur, de quelqu'un qui est capable d'entendre, de ne toujours pas juger, mais vraiment d'aider quelqu'un qui a besoin d'aide à ce moment-là, une sorte de béquille. Et comme c'était dans une structure assez ouverte, c'était pas dans un cabinet libéral, c'était au sein d'une association. Il y avait aussi un numéro d'appel, et un mail, quelqu'un qui pouvait répondre très très vite aux besoins. Et ça, c'était vraiment rassurant en fait. Et puis là, c'était des rendez-vous toutes les semaines, voire 2 dans la semaine. Ça a été pareil, thérapie brève, prise de conscience du problème, plan d'action, action, avec des délais très... tout était bien cadré et on a réussi à aller... j'ai réussi à aller là où je voulais aller, accompagnée par cette équipe. Il y a eu un suivi derrière pour s'assurer que tout allait bien, que j'étais bien sur le bon chemin.
Et puis même encore après, plusieurs années après, j'ai encore eu un mail qui me demandait comment j'allais et où j'en étais. Voilà, il y a quand même un suivi assez sur le long terme. Là, des fois, je me dis qu'il faudrait que j'en renvoie un pour redonner des nouvelles, pour redire merci une nouvelle fois d'avoir été là à ce moment-là. Et là, à ce moment-là, je me suis dit merci à moi-même d'avoir un jour osé passer le cap, d'aller demander un peu d'accompagnement auprès d'un psychologue. Vu que ça avait été ma plus grande aide dans toute ma vie. J'ai pas eu besoin de médicaments, j'ai pas eu besoin de drogue, de choses pour divertir mon esprit. J'ai juste eu une prise de conscience à un moment donné que si je voulais vraiment avancer, et pourtant ça m'a pas évité d'aller dans le burn-out, mais qu'à un moment donné, si je voulais vraiment avancer dans ma vie, il fallait que je sois accompagnée par quelqu'un qui a la connaissance que moi je n'ai pas. Parce que je vois aussi le psychologue comme étant quelqu'un qui a une connaissance que moi je n'ai pas. Parce qu'il a fait des études, parce qu'il a une expérience, parce que y a plein de choses que cette personne sait que moi je ne sais pas. Je ne suis pas experte en psychologie. Je suis experte en d'autres choses, mais je ne suis pas psychologue. À force d'en voir, je commence à analyser un petit peu leur mode de fonctionnement. Voilà, en plus là avec la formation de coaching, il y a quand même des choses qui se recoupent dans les procédures, les process, tout ça. Mais moi je ne suis pas psychologue, il y a plein de connaissances que je n'ai pas. Je n'ai pas engrangé toutes ces lectures, tous ces cours, tous ces échanges avec d'autres psychologues. Voilà, moi on me parle de Freud ou de Lacan, je vois à peu près qui c'est. Mais je ne pourrais pas rentrer dans le détail. Et puis quelque part, c'est pas ce qui m'intéresse. C'est pas là où je veux aller. Moi, je suis bien sur la formation de coaching parce que vraiment, on est sur l'état présent et orienté vers demain. Et j'ai pas à me tracasser des blessures passées. Donc, troisième étape avec le psy, la psy. En rentrant en France, mais moi j'étais forte, je me sentais bien, j'avais été accompagnée, tout ça. Mais moi j'avais pas mesuré l'état des dégâts laissés à l'intérieur par le burn-out et ce qui avait conduit au burn-out. Donc tout s'est bien passé jusqu'à un moment où j'ai eu un grand moment de panique émotionnelle, où j'ai eu... alors je pense qu'on le vit tous à un moment donné, cette impression d'être envahi d'émotions du passé qui retombent dessus et qu'on ne sait pas gérer. Des peurs, on ne sait pas d'où elles viennent, une angoisse terrible d'un truc. J'ai toujours cette image des Démentors dans Harry Potter là. Je ne sais plus comment ils s'appellent en français, les Démentors. Ces espèces de trucs là qui arrivent, qui prennent toute l'énergie et qui sont complètement glaciales et glaciaux, je sais pas. Et là, c'était vraiment un retour de boomerang. Un retour de flamme, un truc incontrôlable, une angoisse mais terrible. Et là, mon cerveau habitué à aller chez le psy a dit ding 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 ding, alerte au feu, vite vite vite, trouvez un psychologue. Mon expérience s'est bien passée. Chez moi, au fil du temps, la première personne que j'ai vue était bienveillante, la deuxième aussi, la troisième aussi. Mais la première m'avait mis en garde. C'était une sorte d'ange gardien sur mon trajet peut-être, je sais pas, un Gandalf, un maître Yoda, je ne sais pas. Pourtant elle était plus jeune que moi à ce moment-là. Enfin elle est toujours plus jeune, mais elle était très jeune à ce moment-là. Elle m'avait dit, quand vous allez consulter quelqu'un, soyez vraiment extrêmement vigilant sur vos critères de choix du psy. On va pas voir n'importe quel psy. On va en voir par rapport à une thématique bien précise, par rapport à une approche bien précise, par rapport à une école bien précise. On parle d'école de psychologie. Elle dit, vous clairement, vous êtes dans un profil atypique, il faudra toujours veiller à chercher quelqu'un qui s'intéresse au profil atypique et qui connaît le fonctionnement des profils atypiques. Elle dit, si on vous envoie chez quelqu'un qui ne maîtrise pas le fonctionnement des profils atypiques, ça va être une catastrophe. Donc soyez vraiment très vigilante. Là, en l'occurrence, j'avais 2 critères à respecter. Celui du profil atypique et puis un autre lié à mon histoire personnelle. Donc j'ai cherché dans la nouvelle ville où j'habitais quelqu'un qui correspondait à ces 2 critères. Et j'ai trouvé. Ça a mis un peu de temps, mais j'ai trouvé. Alors un psychologue n'est rarement disponible la semaine où on appelle.
Ils ont des emplois du temps ultra chargés, comme tous les professionnels de santé. Il faut s'attendre à avoir quand même un délai de 3 semaines, 1 mois, voire 2 mois. Après, une fois que la procédure est enclenchée, il y a des créneaux qui se libèrent justement pour les clients réguliers. Mais pour avoir un premier rendez-vous, parfois ça peut durer assez longtemps. Et si ça dure pas longtemps, demandez-vous pourquoi. Si vous pouvez avoir un rendez-vous 3 jours après l'appel, il y a peut-être un couac. Sauf si on sort du confinement et que là tous les rendez-vous ont été annulés. Mais si vous pouvez avoir un rendez-vous dans les 3 jours, moi je dis méfions-nous. On peut aller prendre le risque de dépenser 50 € en séance, mais voilà, c'est peut-être pas la personne qu'il va vous falloir et c'est peut-être pas une personne reconnue. Enfin, je veux dire, c'est comme partout, il y a des bons et des moins bons. Il y a des personnes qui savent faire leur métier, d'autres pas. Là, je discutais avec une des personnes que j'accompagne en ce moment et qui me faisait part d'un aspect jugeant de sa psychologue par rapport à une valeur à elle dans sa vie. Bon, bah ça, c'est inadmissible de la part d'un psychologue. Et quand on va consulter un psychologue, on devrait avoir un mode d'emploi avant et savoir ce qui est acceptable ou pas acceptable. Et pouvoir dire au psy, écoutez, là, je pense que vous dépassez de vos compétences. Vous n'êtes pas là pour me juger. Moi, je vous apporte ma valeur. Vous êtes là pour l'entendre. Je vous apporte mon problème. Vous êtes là pour l'écouter. On n'est pas là pour savoir si mon problème est justifié ou pas. Tant qu'on reste dans des notions normales de vie, je veux dire, si un pédophile va consulter parce qu'il a des attirances pour les enfants et qu'il se pose des questions, évidemment, peut-être serons-nous moins dans l'écoute active et le non-jugement. Voilà, c'est ce que j'ai expliqué à la personne que j'accompagne. Si moi-même en tant que coach je suis confrontée à quelqu'un d'extrêmement raciste et qui lui ne voit pas où est le problème d'être raciste, je pense que je vais avoir beaucoup de mal à accompagner cette personne. Il faut savoir faire preuve d'humilité aussi en tant qu'accompagnant et pouvoir dire non, ça je ne vais pas pouvoir le traiter, donc allez voir peut-être quelqu'un d'autre qui sera plus compétent. Voilà, à ça aussi on peut reconnaître un bon psychologue, quelqu'un qui va pouvoir dire ok, d'accord, votre problématique m'intéresse, justement, elle est dans mon expertise, donc je pense que je suis la personne qu'il vous faut pour vous accompagner. Si la personne fait que vous écoutez et ne pas parler et encaisse son chèque à la fin, on peut aussi se dire que c'est pas la bonne personne. Voilà, une bonne personne, c'est quelqu'un qui va vraiment montrer de l'intérêt pour qui vous êtes. Après, quand on a 8 patients dans la journée, c'est pas forcément facile, ce sont des êtres humains, d'être dans l'écoute active à 100%, surtout en fin de journée, ou à 11h avant l'heure de manger. Voilà, il faut aussi être un petit peu indulgent. Mais si on ne se sent pas écouté par son psy, moi je pense qu'il vaut mieux arrêter. J'ai déjà eu des copines qui m'ont dit ah ouais, j'avais essayé avec ma Chine là, mais j'avais l'impression qu'elle ne m'écoutait pas et que mes problèmes ne l'intéressaient pas. Bien, moi j'ai envie de vous dire, peu importe le problème que vous avez, à partir du moment où c'est un problème pour vous, personne ne peut juger si c'est un réel problème ou pas et s'il est légitime. C'est votre problème à ce moment-là. Je veux dire, si un jour j'ai une personne qui me contacte, moi, en tant que coach, parce qu'elle est toujours désespérée, parce qu'elle n'arrive pas à savoir comment choisir son vernis à ongles, je ne vais pas pouvoir juger cette personne sur son problème. À ce moment-là, ce problème, visiblement, lui pose problème. Et la met en souffrance. Il y a peut-être d'autres choses cachées derrière. Et ça se transcrit par j'arrive pas à choisir mon vernis à ongles. Mais il y a forcément une autre blessure derrière. Donc votre problème est toujours intéressant pour le psychologue qui va vous accueillir. Puisqu'il sait que derrière ce qui est exprimé, souvent c'est juste la partie visible de l'iceberg. Et que quand on prend le temps d'aller appuyer sur le bon bouton, eh bien la boîte de Pandore s'ouvre et vroups, tout sort. Encore faut-il être à minima dans la conscience que quelque chose peut être problématique. Alors, je vais vous rassurer, 100% des êtres humains ont eu des chocs émotionnels et traumatiques au cours de leur vie et 100% des êtres humains potentiellement pourraient aller consulter un psychologue ou une psychologue. Après, tout dépend comment on gère. C'est-à-dire qu'on a une jauge et quand il y a la goutte d'eau qui fait déborder le vase, quand on se dit là c'est trop, là je peux plus, c'est trop pour moi, j'ai plus les ressources,
Je vois bien que je me fais du mal, que je fais du mal aux autres en face, que je ne suis plus patiente, plus à l'écoute, que j'ai tout le temps envie de pleurer, que je suis beaucoup en colère, que j'ai très 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 souvent envie de prendre l'apéro, que j'ai tendance à beaucoup provoquer l'apéro et que j'ai envie de prendre de la drogue, que je prends des médicaments pour dormir, que je suis pas en accord avec moi-même, que j'ai des problèmes au travail, des problèmes de concentration, que je me sens triste souvent et je sais pas pourquoi. Peut-être est-ce le bon moment pour justement passer le cap et passer un coup de fil pour prendre rendez-vous avec un psychologue. C'est comme quand on va chez l'ostéopathe parce qu'on a mal au dos, mal au genou. C'est comme quand on va chez le médecin parce que on a, je sais pas moi, des symptômes d'un grand rhume. À partir du moment où il y a quelque chose qui dysfonctionne à l'intérieur de son corps et de sa tête, on consulte. Et forcément, tout dysfonctionnement à l'intérieur du système émotionnel se retranscrit dans le corps. On est dans une approche holistique de l'être humain, c'est-à-dire qu'on ne va pas dissocier la pensée, les émotions et le corps. Il y a des approches de plus en plus courantes aujourd'hui, comme les réflexes archaïques. Tiens, deuxième fois que je les mentionne, on va peut-être faire un truc là-dessus. On parle d'une approche tête, cœur, corps. On est un tout. Et dans notre monde judéo-chrétien, on a quand même largement tendance à séparer l'esprit du corps. Alors que dans des religions comme le bouddhisme, on est dans une approche complètement holistique de l'humain. On prend vraiment en considération tête, cœur, corps. Donc quand j'ai mal quelque part, je peux me demander qu'est-ce qui provoque cette douleur. Bon, après, moi j'étais un petit peu traumatisée par la somatisation. Quand ma mère a eu découvert la somatisation, chaque douleur, même liée à la croissance, c'était forcément une somatisation de quelque chose. Et je devais passer à la moulinette à chaque fois pour arriver à sortir des trucs. Je finissais par lui mentir en fait pour qu'il me foute la paix, parce qu'à 16 ans, on n'est pas tellement dans cette démarche tête, cœur, corps, surtout quand c'est pas choisi. Voilà, moi j'essaye d'éduquer ma numéro 3 à cette approche tête, cœur, corps, parce qu'elle en a besoin et qu'elle est petite et qu'on peut encore lui expliquer tout ça. Et je pense qu'arrivée à l'adolescence, elle saura d'elle-même identifier quand ça va pas, quand elle a besoin d'aide ou pas. Là en ce moment, on lui met plein de ressources en place. Je lui donne beaucoup d'outils extérieurs à elle-même pour justement pouvoir trouver des ressources pour aller bien. Voilà, donc j'en étais à mon arrivée en France et à mon retour de flamme là. Parce que parfois quand on a vécu des choses un peu dures, là, quand on est allé sur le front, qu'on a eu un peu la vie d'un soldat qui revient de la guerre du Vietnam, émotionnellement bien sûr, je ne suis pas allée faire la guerre au Vietnam, mais je ne suis pas revenue avec des cicatrices apparentes, mais je suis revenue avec des plaies béantes à l'intérieur, des énormes plaies béantes à l'intérieur. Et c'est un kiné spécialisé en vertige qui a posé les mots, il m'a dit « Vous êtes vraiment comme un vétéran du Vietnam, vous rentrez du champ de guerre, il va falloir soigner les plaies, prendre soin de vous, faire du vidage émotionnel, tiens on va revenir là-dessus après, et penser à aller bien. » Voilà, donc là j'ai pris rendez-vous avec une psy qui correspondait donc à mes critères, et j'étais repartie pour un 3e traitement. Bon alors au bout de 3 fois de re-raconter sa vie, c'est un peu fatigant. Enfin, c'est un peu comme à chaque fois qu'on change de médecin, de toute façon il faut toujours ressortir tout le dossier. Et là, j'avais pas envie de repartir dans tout ce qui avait été déjà traité. Donc on a fait une espèce de pacte qu'on traiterait vraiment que le moment présent, qui était bien sûr en lien avec des événements passés, mais des choses qui n'avaient pas déjà été traitées avec un confrère à elle ou une consoeur à elle, parce que vraiment, j'avais pas envie de me répéter, de perdre du temps, j'avais vraiment envie d'avancer. Alors là, on a travaillé longtemps ensemble aussi. Je suis restée 4 ans dans cette ville et je pense que je l'ai vue pendant 3 ans et demi. Régulièrement, voilà, des fois plus, des fois moins, comme la première que je voyais, au rythme des besoins. Et elle m'a initiée à l'EMDR. Alors l'EMDR, c'est une technique de vidage émotionnel. C'est une technique qui est utilisée, largement utilisée après les crashs d'avion ou les attentats massifs et tout ça.
ça veut dire eye movement, paf paf paf. Je sais jamais ce que veulent dire le D et le R. Parce qu'en fait, au fond de moi, ce sont les bienfaits qui m'intéressent et pas trop la technique en elle-même. Je sais que ça marche sur moi, que je suis bon public et que ça a des effets plutôt spectaculaires. Donc la technique en elle-même, EMDR, il suffit de taper dans Wikipédia et puis hop, vous trouverez des infos. En fait, j'ai pas pour mission de faire des podcasts scientifiques. Je suis plutôt dans la vulgarisation et dans le ressenti et l'émotionnel. Donc pour tout ce qui est information vraiment technique, je vous donne des pistes à l'oral. Je suis pas sûre d'avoir réellement le temps de les marquer en bas, en notes. Enfin, je compte sur votre autonomie pour aller faire vos recherches en fait. Voilà, parce que quand c'est un chemin qui intéresse, je me dis qu'il faut quand même aller creuser par soi-même. Je peux pas apporter un plateau tout prêt et avec des recettes magiques, ça serait trop facile. C'est quand même un chemin très très personnel, c'est à chacun de travailler aussi avec soi et d'être dans l'envie d'avancer, d'évoluer, de trouver des réponses. Et donc voilà, elle m'a initiée à l'EMDR. Donc concrètement, comment ça se passe une séance de EMDR? Alors déjà, c'est pas une séance de EMDR, c'est un processus de EMDR. Dans une première séance, on détermine ensemble le problème à traiter, qui est forcément lié dans le passé. Normalement, on travaille de façon chronologique dans le temps, donc par rapport au premier souvenir traumatique de la personne. Traumatique émotionnel, hein. On n'est que sur les émotions avec les psys. Mais ça peut être lié à un traumatisme physique, un traumatisme émotionnel. Mais voilà, on va normalement en théorie, on travaille avec le premier souvenir traumatique de la vie d'une personne et on remonte dans le temps. Petit à petit, on les règle les uns après les autres, on referme les blessures les unes après les autres parce que si on part pas de la base, c'est compliqué d'arriver à la surface. Et donc on est assis face à face à une certaine distance. On part de la situation de base. Ah oui, j'ai oublié, avant de parler de la situation de base, on établit un lieu de sécurité mentale. Donc c'est un lieu où on peut aller se réfugier, un lieu où tout va bien, un lieu sécure, où on se sent bien. Et alors là, c'est un lieu qui peut être imaginaire ou réel, mais ça appartient à chacun. Enfin pareil, il y a toute une procédure pour installer le lieu sécure. Et puis on met des barricades partout, hein. Le MDR, c'est ultra contrôlé. Parce que les dégâts peuvent être très importants. Donc il faut vraiment avoir affaire à une personne expérimentée en EMDR et qui maîtrise vraiment tout le processus. C'est comme tout, on joue sur le mental d'une personne, ça peut avoir des effets ultra bénéfiques comme des effets dévastateurs. Donc on s'assure de trouver une personne qui est bien formée, qui a une certification, un label, enfin voilà, pas quelqu'un qui dit juste « moi je fais de l'EMDR ». Par exemple, même si j'en ai fait beaucoup de séances, ça ne me viendrait pas à l'idée de dire ah bah tiens, on va tenter le MDR en coaching. Non, parce que je vois les effets que ça peut avoir sur moi. Alors évidemment, j'aimerais bien sauver la terre entière avec le MDR, mais je ne suis pas certifiée, j'ai pas fait la formation et je ne suis pas psychologue, donc je ne pourrais pas la faire et donc je ne pourrais pas jouer les apprentis sorciers avec le MDR. Donc une fois que le lieu sûr est établi, qu'on a trouvé la problématique à aborder, qu'on a établi ensemble le niveau de perturbation lié à cette problématique, hein, on détermine si on se sent perturbé à l'intérieur de soi à 9 sur 10, à 10 sur 10, à 8 sur 10. Après s'enclenche tout un travail où on va parler, voilà, le patient parle, raconte, mais essaye, contrairement à l'hypnose, le plus possible, essaye de se dissocier de la scène en fait, de ne pas la vivre avec ses émotions à lui ou à elle, mais d'être comme un spectateur. Et alors j'ai déjà vécu des séances de MDR où je suis tellement rentrée dans la peau du spectateur que finalement je me suis vue comme tierce personne dans la scène venir apporter mon aide à moi petite ou à l'autre personne qui était dans cette scène. Et aller apporter mon aide à cette autre personne. C'est assez étrange. Je ne sais pas si c'est simple là, expliqué comme ça, mais c'est un phénomène assez étrange et que je trouve très bénéfique. Donc voilà, après on part donc de cette situation traumatique, du niveau de perturbation,
On est assis en face à face avec un léger décalage pour le thérapeute qui va justement à un moment demander à ce qu'on se taise et qu'on fixe du regard ses doigts qui vont bouger d'un côté à l'autre, de la droite vers la gauche vers la droite, droite, gauche, voilà, comme ça. Parce que le fonctionnement est basé sur le fait que le cerveau range ses émotions tous les soirs. Si vous avez déjà vu le dessin animé Vice Versa, il est très très bien, il explique hyper bien le rangement des émotions, où tous les soirs, pendant une phase de sommeil bien précise, le cerveau va classer les émotions. Les rouges, les vertes, les bleues, les jaunes. Il les range. Mais quand un choc traumatique a été beaucoup trop important, mais vraiment très important, la dose d'adrénaline qui est déchargée dans le cerveau, l'intérêt de l'adrénaline, c'est quand même l'hormone qui reste le plus de notre cerveau reptilien, si on peut s'exprimer comme ça. C'est vraiment de bloquer le fonctionnement du cerveau pour réfléchir à rien et partir en courant en cas de danger. Ça, c'est le rôle de l'adrénaline à la base. Et donc, dans le cas d'un choc émotionnel, on a cette dose d'adrénaline qui monte, joups, dans la tête, ça bloque tout, mais alors tout, complètement tout. Ça, c'est comme la Reine des Neiges, hein, ça glace la partie émotionnelle du cerveau sur ce truc-là. Après, on peut continuer de vivre, il faut toujours un peu de temps après un choc émotionnel. Mais après, on continue de vivre. Seulement, on a encore cette espèce de planche d'un vieil appareil photo qui reste bloqué sur des événements et ils n'ont pas été triés. Le soir, ils ne sont pas passés en technicolor avec la boule rouge, la boule bleue, la boule verte, la boule jaune. Ça n'a pas pu être fait. Parce que ça a provoqué un instantané dans le cerveau, bloqué Reine des Neiges gelé, et ça ne bouge plus. Donc avec le MDR, avec le mouvement des yeux, on va réussir à sortir cette plaque gelée de l'intérieur du cerveau, à l'observer comme on observerait dans un kaléidoscope, là, quand on regarde à travers le petit trou. On se met un peu comme un voyeur qui regarde cette scène, on regarde cette image et on l'analyse en expliquant. Et alors on explique parce que c'est vraiment au niveau sensoriel. Il faut vraiment aller à la recherche de détails visuels, olfactifs, de toucher. On remet en place des sens, les 5 sens. On remet en place les 5 sens dans sa description de la scène. Et puis à un moment donné, donc on ferme les yeux, on traite avec les doigts là qui bougent, on s'arrête et le praticien en face demande et maintenant. Et là, la première psychologue donc, que j'avais vue qui pratiquait le MDR me dit, parce qu'elle m'avait expliqué le processus, là, comme je suis en train de le faire, elle me dit et si vous avez envie de me dire saucisse, bah, vous me dites saucisse quoi. Et si c'est dentifrice, bah, vous me dites dentifrice. C'est juste que le cerveau est en train de traiter les informations par rapport à cette planche-là qui est gelée. Et si ça ressort bleu ou saucisse bleue, eh ben vous me le dites. Parce qu'en fait, on va garder ça et on va aller plus loin. Alors sur le moment, j'étais un peu dubitative. Là, sur la première séance, je me suis dit, bon, qu'est-ce que c'est que ce machin ? On va voir. Et effectivement, j'ai eu des trucs comme ça qui sont sortis. Je ne savais pas d'où sortaient ces mots. Mais finalement, en creusant, à force de faire des allers-retours avec le regard, de poser, de ressentir les émotions à l'intérieur de soi, de laisser le cerveau vider. Toute l'histoire, c'est comme sur les iPhones, la fonction live pour les photos. Quand on fait une photo avec son portable, on a l'instant T. Mais avec les iPhones, je ne sais pas sur Android si ça marche, on peut avoir la photo avec un tout petit peu avant et un tout petit peu après. Donc ça bouge un tout petit peu. Ça fait un peu un effet comme les cadres dans Harry Potter qui bougent. Et bien là, en fait, le MDR va permettre de sortir cette plaque photo gelée et d'aller chercher un petit peu avant, un petit peu après ce qui se passe et de la remettre en vie, de la remettre en mouvement en étant un observateur extérieur et justement de pouvoir y recoller le système sensoriel pour revivre le truc, mais sans... Enfin si, avec les émotions, mais on va les ranger. On va vraiment les ranger. Le mouvement de l'œil va aller ranger les émotions. Et on avance. En général, une séance dure 1h30. Et c'est le temps qu'il faut. Et quand le praticien est bon, il n'arrête pas en milieu de traitement. Il continue. S'il faut 1h40, ça sera 1h40. Voilà. Et tout est
qu'on forme un protocole avec des mots, des phrases, une approche. Et quand on termine la séance de MDR, on repart sur la situation initiale. Donc on nous redemande la situation initiale, on doit la redire et redire où est la perturbation émotionnelle à ce moment-là. Alors je ne vous donne pas de chiffres sur l'arrivée, parce que si un jour vous testez le MDR, comme on a tous un peu une sorte de réflexe de compétitivité, je ne vais pas vous dire qu'il faut arriver à 2 à la fin, parce que si vous arrivez qu'à 4, vous allez être déçus. Mais c'est le rôle aussi du praticien d'expliquer que si déjà on est passé de 8 à 4, c'est déjà un grand pas, quoi. Évidemment, on peut essayer d'aller à 0 en perturbation émotionnelle. Mais par rapport à certains événements, c'est important de garder la perturbation émotionnelle encore un tout petit peu active. C'est ce qu'on appelle une perturbation fonctionnelle. C'est-à-dire que si cette perturbation émotionnelle permet des choses positives dans sa vie de tous les jours, on va enlever la partie traumatique négative et on va garder une petite perturbation émotionnelle qui permet d'avancer. Si on a vécu par exemple une agression sexuelle et qu'on va la traiter en EMDR et que depuis cette agression en fait on est hyper investi dans la lutte contre les agressions sexuelles et contre les discriminations et qu'on est assez engagé dans le féminisme. L'objet de l'EMDR va être d'enlever la perturbation émotionnelle liée à l'agression en elle-même, c'est-à-dire ne plus pleurer en y pensant, ne plus être triste, ne plus se sentir coupable, accepter son rôle de victime, déterminer qu'effectivement c'était bien une agression et qu'on ne pouvait pas faire mieux dans ces situations-là. Enfin voilà, il y a tout un protocole à respecter. Mais si on le souhaite, parce que finalement cette agression fait partie de nous et fait qu'on a envie de continuer à s'investir contre les discriminations, contre les agressions, contre tout un tas de choses, on peut déterminer avec son thérapeute de garder une toute petite partie de la perturbation émotionnelle active pour garder justement cet entrain et cette envie d'avancer et de se battre. C'était un exemple parmi tant d'autres. Ça peut être plein de choses. Si c'est une perturbation, je sais pas moi, liée à la maltraitance des animaux, on peut aussi, je sais pas moi, garder une part de perturbation émotionnelle pour rester engagé pour le bien-être animal. Je sais pas. J'ai pris des exemples un peu au hasard. Donc voilà, ça c'est le principe d'un traitement en EMDR. Alors les séances ne sont pas consécutives, on ne va pas faire 4 séances de EMDR les unes à la suite des autres. Et de mon expérience, les changements sont tellement spectaculaires à l'intérieur de soi qu'il vaut mieux les espacer. Alors la thérapeute que je voyais dans la ville où j'habitais avant, on n'a pas respecté le protocole de chronologie parce que j'avais vraiment un événement traumatique beaucoup trop fort qui était le dernier arrivé, c'était vraiment la cerise sur le gâteau. Donc on a commencé par celui-ci. Et puis après on est allé se promener en fait nous par chronologie de l'intensité. On n'est pas allé se promener dans la chronologie temporelle, on est allé se promener dans la chronologie de l'intensité. Et petit à petit on a réglé les choses. Mais il a fallu 3 ans et demi pour en régler une partie. Mais pas tout. Voilà. Donc ça c'est le travail en EMDR. Et puis j'ai déménagé il y a quelques temps. Là je suis venue m'installer ailleurs, construire ma vie de nouveau. Pensant que je la construisais sur des bases saines parce que j'étais forte de ces plus de 10 ans accompagnée par des psys. Donc je me suis dit, ça y est Marie, t'as dépassé le burn-out, t'as changé de vie, tu t'es repris en main, t'as fait une reconversion réussie, t'as déplacé des montagnes, t'as réussi à atteindre des sommets que tu pensais pas pouvoir atteindre un jour, t'es super forte, voilà, c'est bien, autocongratulations. J'étais dans une phase de force énorme. Et puis voilà, donc j'ai déménagé pour réinstaller ma vie, recomposer ma vie, tout réinitialiser. Et là j'ai eu des effets boomerang qui sont revenus. Je pensais avoir tout réglé, mais en fait non, le cerveau est quand même mesquin et sournois, il garde des choses. Et le dernier effet boomerang en date était au mois d'août 2019. Suite à un dîner chez des amis, j'ai un souvenir traumatique qui a ressurgi, un truc que j'avais enfoui mais depuis plus de 20 ans. Et sur le moment j'ai géré parce que je pensais que c'était bon, parce que voilà, je dis ça va, je sais gérer, j'ai appris à le faire, j'ai appris les techniques, je respire, tout va bien, c'est nickel.
Puis de toute façon, c'était ni le lieu, ni le moment, ni l'endroit pour que ça ressurgisse. Par contre, le lendemain, je suis partie en vrille en fait, mais complètement en vrille. Hein. Mais vraiment en vrille. Je suis partie courir avec mon compagnon et je suis partie comme une trombe, en hurlant, en pleurant, en criant. Il n'a rien compris de ce qui se passait. Moi non plus. J'étais complètement surprise par le truc. Je me suis dit, mais mince quoi, qu'est-ce qui se passe? Et donc là, j'ai pris contact avec une psychologue dans la ville où je vis maintenant, d'après mes critères de sélection. Et elle les remplissait. Et là, on est encore en travail ensemble depuis le mois de septembre. Parce que voilà, entre le moment où je suis partie en vrille, le moment où j'ai appelé, où j'ai fait mes recherches, le moment où je l'ai appelé, le moment où il y a eu un rendez-vous, il y a eu 6 semaines de décalage. Donc pendant 6 semaines, j'ai vécu avec ma grosse boule au ventre et mes angoisses et mes peurs et un truc complètement, mais alors complètement incontrôlable. Donc il faut aussi avoir un peu de force pour tenir dans ces cas-là, se dire... Après, il y a une espèce de compte à rebours qui se met en place. Moins 5 semaines, moins 4 semaines, moins 3 semaines, moins 3 jours, moins 2 jours, moins 1 jour, moins 1 heure. Et tout le discours se met en place dans la tête. Alors, il faut que je dise ça, que je pense à ça. Ben voilà, comme j'ai déjà fait de l'EMDR, j'ai déjà mon lieu sûr, donc ça va, je suis déjà opérationnelle. Je suis arrivée avec ma valise, en fait, j'étais déjà super équipée. Elle me dit, c'est hyper confort de travailler avec vous, vous êtes déjà super équipée. Elle me dit c'est bon, on y va, allez on est parti dans le voyage de l'EMDR. Et puis l'EMDR a eu des limites par moment, parce qu'au bout d'un moment le cerveau s'habitue, et il se dit attends, on va pas m'avoir comme ça encore à chaque fois là. Donc parfois il bloque, et puis parfois ça fait des strates, les émotions à l'intérieur de soi. Donc des fois il y a une strate qui va, mais c'est en dessous le problème quoi. L'abcès il est loin, 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 loin. Et donc il faut aller forer pour aller chercher et le cerveau bloque. Donc là on a fait un peu d'EFT. Donc pareil, l'acronyme EFT, aucune idée de ce que ça veut dire. Ça doit vouloir dire emotional quelque chose. Pareil, vous tapez EFT, Wikipédia. Il y a plein de webinaires qui sont sortis pendant le confinement sur l'EFT parce que c'est quelque chose qu'on peut pratiquer tout seul. On n'a pas besoin d'un praticien pour le faire. Il y a plein de tutos sur YouTube. On trouve énormément de choses. Il y a des groupes Facebook, il y a des pages Instagram, il y a des comptes Twitter. Enfin voilà, c'est une méthode qui est largement utilisée. Et ça marche pas avec tout le monde et puis c'est un peu particulier. Alors quand c'est elle qui me le fait, moi ça va, mais quand je dois le faire toute seule, j'y arrive pas. En fait, la méthode de l'EFT, c'est avec des tapotements. On parle, on se raconte la situation traumatique et on fait des tapotements à 2 doigts sur son corps, sur ses joues, sur son front, sur ses épaules, sur ses jambes. Voilà. Il paraît que ça marche bien. Alors moi, quand je le fais en séance avec ma psy, ça marche. Quand je le fais chez moi, déjà, j'ai pas le réflexe. Et puis moi, chez moi, je préfère la cohérence cardiaque. Oh, encore un nouveau truc. Ouais, ça, je reviendrai après dessus. Ça sera peut-être même l'occasion d'un nouveau podcast. J'ai pas regardé le temps là. Je suis partie marcher, j'ai pas vu le temps. On est à 53 minutes. Bon, alors ça va être bientôt le temps de clôturer, je crois. Et si on allait chez le psy. Donc, y a plein de méthodes de vidage émotionnel. Clairement, moi, j'utilise le psy comme une méthode de vidage émotionnel. Je pense que la clé de la réussite, c'est d'être conscient d'avoir des traumatismes émotionnels, d'avoir envie de les faire évoluer, d'être prêt à ouvrir la boîte de Pandore, être d'accord pour parfois pleurer devant un étranger, être d'accord aussi pour raconter des choses très personnelles qu'on n'a jamais dites à personne et qu'on ne pourrait même pas envisager de dire à son conjoint ou à sa conjointe, à pouvoir confier aussi des secrets qu'on ne pourrait absolument pas confier à ses enfants. Il y a un lien de confiance qui doit s'établir. Il faut être d'accord pour être dans l'échange, répondre aux questions, jouer le jeu de la méthode de vidage émotionnel et accepter aussi que quelqu'un puisse pouvoir remettre en question des choses ou poser des questions ou vous pousser dans les retranchements. Une grande méthode de psy et de coach aussi, c'est de pousser dans les retranchements et de dire « et alors ?» Et alors, si ça marche pas, qu'est-ce qui se passe après? Et alors? Ça aurait été jusqu'où? Quelle aurait été la pire situation? Qu'est-ce qui aurait été le pire là-dedans? D'aller chercher le pire. Ou aussi d'accepter de jouer le jeu du
Si tu étais dans un monde de tous les possibles et que tu étais le seul maître à bord, que tu n'as absolument aucune contrainte, que tout ne dépend que de toi, comment pourrais-tu voir la situation à ce moment-là? Quelle est ta situation idéale? Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui d'y arriver? Ah ben, il y a ça qui m'empêche d'y arriver. Et je me rappelle, parce que quand j'étais petite, blablabla, bla, 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 et le fil se déroule. Ça, c'est chez le psy. En coach, on ne travaille pas comme ça. On fait les mêmes questions, mais nous, on ne va pas aller sur « je me souviens quand j'étais petite », on va aller sur « j'ai envie pour demain ». Et une fois que le fil se déroule, souvent, on n'a plus envie de l'arrêter, parce qu'on a plein de choses à dire, parce qu'on a tous vécu plein de choses. Les risques à ne jamais avoir envie de se confronter à son blocage émotionnel ou à ses traumatismes émotionnels, c'est de se renfermer dans un mode de fonctionnement où on va devenir insensible, où on va avoir besoin de produits extérieurs à soi-même pour trouver un peu de détente. Quand on refuse d'aller ouvrir la boîte de Pandore, quand on refuse de se dire « et si j'allais chez le psy ?» c'est clairement la porte ouverte à des comportements à risque. C'est la porte ouverte pour boire trop d'alcool, parce que l'alcool permet d'oublier les soucis. Or, les soucis sont de très bons nageurs, ils refont toujours surface le lendemain. Donc c'est une illusion que pourtant grand nombre de personnes n'ont toujours pas comprise avec l'expérience. Il y a quand même des tas de gens qui continuent d'imaginer chaque soir qu'en étant ivres, le lendemain, ils n'auront plus de problèmes. Et le lendemain, les problèmes reviennent avec la culpabilité de savoir que ça n'a pas enlevé les problèmes. Et finalement, on est dans un cercle vicieux qui fait qu'on ne s'en sort pas. Le risque aussi de ne jamais avoir envie d'aller ouvrir sa boîte de Pandore émotionnelle, c'est aussi de consommer des drogues. Mais bon, je mets tout ça dans le même panier. Les médicaments, les somnifères, anxiolytiques, antidépresseurs, alcool. Je mets tout dans le même panier. Parce que même si l'alcool c'est convivial et qu'on en boit avec des amis, ça reste quand même quelque chose qui permet d'annihiler une partie du cerveau et puis qui permet d'oublier qu'on a cette boîte de Pandore quelque part et qu'on traîne des gros cailloux derrière nous et qu'on a un sac à dos rempli de cailloux. Alors si on a envie de se sentir bien dans ses baskets, si on a envie de pouvoir s'ouvrir à la vie, de pouvoir respirer, de pouvoir se sentir léger, d'arrêter d'être dans des situations de conflit, de sortir de relations de dépendance affective, de ne plus ressentir la peur de l'abandon, de se sentir aimé pour qui on est et de se sentir autorisé à aimer une autre personne, si on a envie de pouvoir se projeter dans l'avenir, d'aller bien, d'être dans une relation saine, une relation je me sens aimée, je me sens écoutée, je me sens accompagnée, je me sens dans la douceur, je me sens bien, mais une relation avec soi-même ou avec les autres. Alors je pense que c'est vraiment important d'aller ouvrir la porte, d'aller frapper à la porte d'un psy et de se dire, et tiens, si j'allais chez le psy. À un moment donné, ça devient quelque chose de presque nécessaire. Et se voiler la face, contourner le problème, pour moi, n'est jamais la solution. Après, c'est une démarche qui n'est pas simple. On a un regard dans la société qui est très négatif. Voilà, quand on dit « Ah oui, tiens, justement, j'en parlais l'autre jour avec ma psy » et qu'en face, on a en réaction « Ah bon, tu vas voir un psy, mais tu vas pas bien ?» Comme la grande majorité des gens, oui, on va pas forcément bien. Enfin, je veux dire, il n'y en a pas beaucoup des gens qui vont super bien. Donc voilà, mon objectif, moi, c'est d'aller bien. Donc oui, je vais voir un psy. Je veux pas continuer à vivre dans ce marasme et dans cette médiocrité émotionnelle qui me plonge chaque jour dans un mal-être. J'ai envie d'aller bien, j'ai envie de me lever le matin, j'ai envie d'être de bonne humeur, j'ai d'avoir envie de faire des choses, j'ai envie d'avoir de l'énergie, j'ai envie de croquer la pomme à pleines dents, j'ai envie de me dire que waouh, je suis sur Terre, c'est pas moi qui l'ai choisi, je suis peut-être pas arrivée dans les meilleures conditions, j'ai peut-être pas eu les conditions idéales pour bien grandir, mais en attendant aujourd'hui, je suis responsable de ma vie et des choix que je vais en faire. Et en plus, j'ai la responsabilité de mes enfants, pour ceux qui ont des enfants. Et là, savoir que mes enfants auront une maman qui va pouvoir les accompagner, qui va pouvoir les aider, qui va pouvoir accueillir à son tour tout un tas de choses,
et qui va pouvoir leur donner des outils pour arriver à affronter tous ces chocs émotionnels, parce que je ne vais pas pouvoir les empêcher de se casser la figure à mes gamines. Soyons clairs. Et c'est pas parce que je vais leur crier attention, tu vas tomber, qu'elles vont pas tomber. Ça fera l'objet d'un autre podcast, ça aussi. Le conditionnement à l'échec. J'ai envie de leur donner des outils pour savoir se relever, marcher et aller bien. Alors, c'est pour aujourd'hui. Pour demain, vous aussi, vous avez envie d'oser franchir le pas et de peut-être aller faire un grand vidage émotionnel. Bonne chance, vous verrez, c'est un voyage passionnant.